Où sont passées les femmes? Qu'en est-il de leur aspiration à la vie, à l'amour, au bonheur? Qu'en est-il de leur autonomie? Alors que la société multiplie les servitudes sous l'apparence du discours libérateur parfois grandiloquent que l'on connaît cette semaine. Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et lundi, le Congrès inscrivait l'IVG dans la Constitution au titre d'une liberté garantie. De l'OMS à l'ONU, tout ce que le monde d'ici-bas compte d'autorité salue la décision française. On parle maintenant d'inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux, donc à l'échelle de l'Union européenne. L'Espagne s'enquiert, à la demande de l'extrême gauche espagnole, de faire la même démarche que la France au niveau de la péninsule ibérique. Et puis en Irlande aussi, on prévoit de modifier quelque peu l'appréhension du sujet, puisqu'en Irlande, il y a un vote demain pour effacer de la constitution irlandaise les références datées sur la femme et la famille. C'est demain que ça se passe, donc à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. On a compris aussi que sur le sujet de l'IVG, avoir une parole discordante est difficile. Le sujet n'est sans doute pas traité à la hauteur de sa gravité. Nous y essayons dans la mesure de nos moyens. Céline Guillaume lance un appel aux femmes et aux hommes pour renouer leur alliance au service de la vie du monde. C'est un discours qui est difficile à tenir, à entendre aujourd'hui, pas forcément sur notre antenne, mais ailleurs dans la société. Mais on est là aussi pour crier dans le désert, si on peut dire. Bonjour Céline Guillaume. Bonjour. Vous êtes laïque dominicaine et vous présidez le groupe La Procure. C'est un réseau de librairies bien connu des personnes qui nous écoutent. On voudrait savoir ce que vous avez d'abord cherché, justement, avec cet essai qui s'appelle « Chercher la femme ». Elle est introuvable aujourd'hui ? En fait, j'ai constaté en bien des occasions, notamment avec les jeunes élèves que je rencontre régulièrement en terminale, que les filles, enfin les jeunes femmes, mais aussi des femmes plus avancées en âge, se posent beaucoup de questions sur finalement le sens de leur vie, sur ce qu'elles sont finalement, et pourquoi elles se sentent aussi tiraillées entre leurs rêves de bonheur et l'image que l'on se projette ou que la société projette des femmes. Comme s'il y avait une distorsion entre ce que l'on entend dans le monde, la voix du monde, et la voix intérieure qui me dit peut-être autre chose de ce que je suis moi-même. Donc ce livre, l'idée, c'était d'essayer d'apporter des éclairages, des lumières. Certaines femmes sont très bien dans leur vie et tant mieux, et c'est une grande joie. Mais il y en a beaucoup qui se posent des questions, qu'elles aient 20 ans ou 50 ans, d'ailleurs, pour des raisons très différentes. Donc voilà, ce livre, c'est une tentative pour apporter des réponses, ou en tout cas des pistes de réponses. Quelles sont les questions qui affleurent le plus dans la bouche des jeunes femmes ? Alors sur leur avenir, leur vie affective notamment, elles ne savent pas du tout comment se situer, elles ne se projettent pas du tout dans un avenir avec une vie de couple durable, elles ne veulent plus d'enfants, elles sont écœurées, dégoûtées des femmes enceintes. Enfin, c'est quand même, j'ai eu 5 enfants, donc quand vous entendez ah mais une femme enceinte, je ne dirais pas de gros mots à cette antenne, mais voilà, c'est dégoûtant, on croirait des grosses vaches, etc. Ça pose question quand même. Enfin, je trouve ça interpellant de les entendre avoir cette vision de la féminité et de la maternité. Donc, qu'est-ce qui peut faire que ces jeunes femmes sont aussi anti-féministes finalement quelque part, parce qu'elles rejettent la nature profonde de la femme? Et qu'est-ce que le féminisme? On pourrait en débattre longtemps, mais est-ce que ce n'est pas finalement de retrouver ce que l'on est et de pouvoir l'afficher au monde et rayonner de ce qui nous habite, de ce mystère, de cette nature qui est très belle et qui nous habite toutes et que l'on peut vraiment faire rayonner dans le monde. Vous parlez de la force singulière du sexe faible. Oui. Pendant très longtemps, on entendait cette expression en parlant des femmes, le sexe faible. Dans mon livre, je parle plutôt du sexe fragile, parce que la fragilité, je pense qu'on est tous concernés par la fragilité. Et dès que l'on parle de sexe faible, évidemment, tout de suite, ça veut dire qu'en face, il y a un sexe fort, et donc on tombe dans cet esprit de domination qui va nulle part, finalement. Les hommes ont dominé les femmes, maintenant les femmes vont dominer les hommes, et une fois que tout le monde aura dominé tout le monde, que fait-on ? Donc voilà, la fragilité, en revanche, de la femme, mais tout comme les hommes, sont aussi habités par certaines fragilités. En cela, nous sommes tous égaux. De ne pas craindre ces fragilités qui nous habitent. Au contraire, je pense qu'elles sont la porte ouverte vers des choses très belles, parce qu'il faut se reconnaître fragile pour pouvoir découvrir la force intérieure aussi qui nous habite. Et donc, il faut se réconcilier avec ces fragilités pour les assumer finalement, se réconcilier avec pour être en paix intérieure. Et puis, une fois qu'on est en paix avec soi, on peut être en paix avec le monde, avec les autres, avec le monde, et donc avec les hommes. Comment interprétez-vous, Céline Guillaume, le fait que l'IVG ait été inscrit dans la Constitution au titre d'une liberté garantie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un droit, puisque le droit, on pourrait l'opposer à l'État. La liberté garantie, c'est
une possibilité qui est donnée. Donc, pratiquement parlant, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a toujours des discussions sur l'accès à l'IVG qui serait plus difficile aujourd'hui qu'avant. Vous, comment appréhendez-vous la question ? Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité ce matin parce qu'on sait combien ce sujet de l'IVG est très délicat, combien il suscite il peut susciter beaucoup de colère, voire de haine pour ceux qui oseraient poser des questions ou même interroger quoi qu'il soit autour de ce sujet. Donc c'est un sujet grave, c'est un sujet difficile. Pour autant, l'avantage et la chance que nous avons de vivre en démocratie, c'est que l'on peut aborder tous les sujets. La liberté d'expression est là. Et donc, on peut aborder tous les sujets, quels qu'ils soient, en étant d'accord, pas d'accord, en posant des questions. Et j'avoue que le fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution, d'abord, je me pose la question de savoir si c'était bien nécessaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, c'est quelque chose qui ne pose plus de problème à personne, le fait d'avoir recours à l'IVG, qu'on a un système qui est quand même met tout en place pour que ce soit possible pour les femmes qui le souhaitent. Et la Constitution, alors je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel, mais je ne pense pas que ce soit le lieu où l'on doit lister les droits des individus d'un pays. La Constitution, elle va édicter le fonctionnement d'une république, elle va répartir les droits, le fonctionnement des pouvoirs, des différents pouvoirs étatiques, etc. Et à la limite, je trouve ça inquiétant de se dire il faut qu'un droit, pour être sûr qu'il soit garanti, ou une liberté, doit être dans la Constitution. Ça veut dire que notre système législatif, finalement, n'est pas assez sûr pour garantir ce qu'elle dit. Donc, sur le fond, moi, ça me pose question, quel que soit le sujet, parce que si on commence avec l'IVG, mais alors il faut mettre toutes les libertés publiques, etc., dedans. Donc, ça me pose question, est-ce la place d'un droit, d'une liberté de personnes, d'individus, d'être inscrite dans la Constitution? Je pose la question, j'en doute, en tout cas. Il y a, je me permets d'en douter. Oui, mais c'est une question qui fait débat, en tout cas, parce qu'il y a aussi la charte, on peut imaginer la charte de l'environnement aussi comme sujet de débat, etc. Ce n'est pas effectivement le seul sujet qui est concerné par cette évolution de notre appareil constitutionnel. Au-delà de ça, Céline Guillaume, qu'est-ce que ça dit en fait de notre rapport à cette question, puisque vous dites qu'il y a une liberté d'expression, on peut discuter de tout. On n'a pas le sentiment que ce soit aujourd'hui extrêmement facile de faire entendre une parole discordante. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous. Oui, alors effectivement, on a l'impression qu'il y a une certaine crainte ou même une peur parfois à prendre la parole sur ce sujet ou quelques autres sujets d'actualité qui sont très délicats. J'allais dire, mais de quoi avons-nous peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'aborder un sujet, même si c'est pour le questionner? Encore une fois, il n'y a pas de problème, à mon avis, à questionner des sujets, dès lors que c'est avec bienveillance, qu'on essaie de comprendre, parce que l'important, c'est quand même de comprendre les enjeux. Après, le discernement, disait La Bruyère, les choses les plus rares. Ce sont les perles et les diamants. Donc, le discernement, ce qui me permet de juger d'une situation avec clarté, avant de prendre une décision. Et les femmes qui ont recours à l'IVG, elles ont besoin de ce discernement, elles ont besoin de ce temps de réflexion pour juger par elles-mêmes de la décision qu'elles vont prendre. Et c'est une décision grave, encore une fois. Et si on ne peut pas se poser de questions sur le sujet, ça risque d'être compliqué. Et où est la liberté de la décision quand on n'est pas en mesure de questionner le sujet jusqu'au bout? Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Je connais des femmes qui ont eu recours à l'avortement, et je pense qu'on en connaît tous dans notre entourage. Ce sont les conséquences que peut avoir cet acte d'avortement. Et ça, personne n'en parle. Alors, on en parle beaucoup de ce sujet à l'Assemblée, au Sénat, maintenant dans le Conseil constitutionnel, mais finalement, est-ce qu'on interroge les femmes qui ont eu recours à l'avortement et pour qui c'est difficile? Parce qu'en fait, c'est pareil, je reviens au sujet de la féminité, je pense que c'est pas du tout un acte neutre, c'est un acte qui laisse des traces qui peuvent être très douloureuses, et il y a un certain nombre de femmes qui ont eu recours à l'avortement, plus ou moins librement d'ailleurs, parce qu'elles n'étaient pas forcément libres de la décision au moment où elles l'ont prise, et qui derrière vont porter les conséquences de cet acte, mais toute leur vie, avec une blessure intérieure qui ne se dit pas, avec éventuellement des nuits sans sommeil. Il y a certaines femmes qui derrière ne pourront plus avoir d'enfants,
Il y en a qui ont des pensées suicidaires. Moi, je connais une femme malheureusement qui s'est suicidée suite à un avortement très longtemps avant et qui m'avait dit Céline, je ne m'en remets pas. Donc, je pense qu'il y a des blessures dont on ne parle pas. C'est comme si ces femmes qui souffraient de l'avortement étaient sans voix. Elles n'existent pas, elles sont dans l'ombre. Et moi, j'ai beaucoup de compassion pour elles et je me dis, mais que leur propose-t-on? Et donc, de mettre en lumière, finalement, d'abord leur redonner la parole, écouter leur souffrance, faire preuve de compassion envers elles, leur montrer un chemin d'espérance. Et aussi, les mettre en avant pour celles qui n'y ont pas eu recours, leur dire, attention, c'est pas un acte neutre. Non, ce n'est pas un acte sans conséquence. Mais ça, c'est pareil, on n'en parle pas. Or, je parlais de discernement tout à l'heure. Quand on parle de discernement, la première étape, c'est la recherche d'informations. Si je prends cette décision, quelles seront les conséquences? Et ça, on n'en parle pas assez, je pense. Céline Guillaume, par rapport à une époque où on a estimé, j'ai pu aussi discuter avec des femmes qui avaient avorté et qui disaient, oui, mais il y a une certaine époque, on nous imposait quasiment d'être enceinte, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas souhaiter les enfants. Aujourd'hui, on peut les avoir quand on les souhaite. Et ça, c'est quand même un progrès. On n'est pas non plus finalement dépendant de ce que notre corps, d'une certaine façon, nous impose. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce discours qui dit que les femmes qui n'ont pas pu avorter, finalement, se sont retrouvées dans une situation extrêmement malheureuse? Alors, effectivement, encore une fois, je disais tout à l'heure, l'avortement est un sujet très délicat et grave parce qu'il touche des personnes. Il touche des femmes et il touche des enfants à naître. Donc, évidemment que c'est un sujet très grave. Donc, on ne peut pas du tout en parler à la légère. Maintenant, effectivement, on entend bien, il y a des tas de femmes qui se retrouvent enceintes, c'était pas prévu, dans des circonstances parfois dramatiques. Donc, il y a une détresse à laquelle il faut pouvoir répondre, qu'il faut pouvoir accompagner, il faut pouvoir les soutenir. Et souvent, ces femmes se sentent seules. Donc, devant la solitude d'une décision, enfin d'une situation très importante, parce que ce qui est en jeu, c'est une vie humaine, elles sont un peu désemparées. Et alors, en même temps, sur le fait de cet enfant désiré ou pas désiré, je dirais, mais peut-être que ça nous pose la question de notre rapport à la vie. Finalement, dans quelle disposition suis-je vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis d'une grossesse désirée ou pas, si cette grossesse se présente, mais quelle est... oui, ça m'interpelle sur mon cœur, finalement. Est-ce que je ne suis pas en train de durcir mon cœur? Si je me dis, cet enfant que je n'ai pas désiré, là, maintenant, je fais quoi? Avant de se dire, je m'en débarrasse, il faut peut-être mieux réfléchir et se donner le temps. Parce que c'est quand même une vie humaine. Enfin, cet embryon va devenir un enfant. Et il y a aussi, vous évoquez ces femmes qui, oui, ont eu des enfants qui n'étaient pas souhaités. Et c'est parfois un long chemin difficile d'accouchement, dans tous les sens du terme. Pour autant, ces enfants qui sont nés, qui ont grandi, qui sont devenus adultes, et j'en connais dans mon environnement très proche, et qui n'ont pas été avortés parce que les femmes à l'époque n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, est-ce que ces femmes qui ont eu ces enfants le regrettent encore ou pas? Est-ce qu'elles se disent, mon Dieu, cet être humain qui est devant moi, cet enfant, cet adulte, je préférais qu'il soit mort? C'est terrible de se dire ça. Donc, effectivement, la grossesse n'est pas toujours désirée. Et c'est un moment de détresse, sans doute. Pour autant, il faut vraiment, encore une fois, réfléchir et discerner, prendre le temps avant d'avoir recours à une décision qui est irrévocable. Il y a un site qui est émouvant, c'est celui de la Sainte-Baume, Céline Guillaume. Ah oui. Oui, alors moi j'ai découvert par hasard, ce site de la Sainte-Baume qui est donc dans le massif de Provence, le massif de la Sainte-Baume. Et c'est le lieu, dit la tradition, où Sainte Marie-Madeleine aurait fini sa vie, il y a quand même passé une trentaine d'années, à prêcher, à annoncer la résurrection du Christ. Et dans cette grotte qui est perchée vraiment à flanc de falaise, c'est un lieu absolument magnifique. Dans cette chapelle où elle a vécu, il y a un chemin de miséricorde. Et j'ai découvert en allant là-bas qu'il y a tout un mur sur lequel on voit plein de petites plaques de quelques centimètres carrés avec le prénom d'enfant. Et en fait, c'est un chemin de miséricorde qui est proposé aux femmes dont l'enfant n'est pas né, pour celles qui ont eu notamment recours à l'avortement. D'abord, on leur propose de donner un nom à cet enfant qui n'est pas né, parce que ces femmes, quand elles viennent là, finalement, de quoi ont-elles besoin? D'un chemin de réconciliation avec elles-mêmes d'abord, avec leur corps, parce que, encore une fois, c'est un acte médical qui n'est pas neutre et qui peut laisser des traces très profondes. Donc, c'est un chemin de réconciliation avec leur propre corps, avec leur histoire, avec cet enfant qui, finalement, parfois continue de hanter leur esprit,
contre leur gré, parce que c'est tout, cet enfant, il aurait pu naître, il n'est pas né. Et donc, le fait de donner un prénom à cet enfant peut être un chemin de réconciliation. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont réconciliées avec elles-mêmes, avec cet enfant qui n'est pas né, on leur propose, enfin, elles viennent aussi pour ça, un chemin de réconciliation avec leur âme et de trouver finalement, il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles elles se tournent vers Dieu, trouvent une voie d'espérance et de réconciliation au plus intime de ce qu'elles sont, et vraiment un chemin de vie nouvelle qui s'ouvre à elles. Donc c'est important, je pense, de savoir qu'il existe, parce que dans ces femmes qui souffrent d'avoir vécu un avortement, beaucoup ne savent pas où se tourner. Moi, je leur recommande vraiment d'aller à la Sainte-Baume. Il y a en plus une communauté de frères dominicains qui est sur place toute l'année et qui peut accueillir 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment un lieu très émouvant, très beau, un lieu de réconciliation et d'espérance, magnifique. Est-ce que le déni, Céline Guillaume, est une manière de survivre? C'est-à-dire que pour pouvoir accepter la violence de l'acte d'avortement, on déshumanise le sujet, on considère que finalement ce que l'on portait dans son ventre, ça n'était que des cellules, et on essaie en fait de s'en sortir un peu comme ça. Il y a un discours du déni peut-être pour entrer dans une forme de résilience qui est obligatoire, parce que sinon on ne tient pas. Sans doute, parce que de toute façon, le déni, c'est une forme de protection. Quand on a besoin de se protéger d'une situation ou d'événements qui nous heurteraient trop, qui sont trop durs à voir en face. Donc le déni est un moyen de s'en sortir. Ceci dit, je dirais ces femmes qui sont dans le déni, encore une fois, elles en sont peut-être pas la seule cause. Aujourd'hui, quand même, quand on nous présente ce sujet de l'avortement, ce qu'on met très en avant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un être humain. C'est qu'il y a un jour X où c'est un amalgame de cellules, et puis le lendemain, tout d'un coup, ça devient une personne humaine. Alors c'est pareil, donc cette situation de déni, elle est sans doute nécessaire pour vivre avec une situation comme ça. Et pour autant, est-ce qu'elle est juste? Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, parce qu'on sait que ces situations sont très douloureuses, très difficiles. Et beaucoup de femmes peuvent témoigner aussi que quand elles ont eu recours à l'avortement, en fait, elles ne se sentaient pas libres. Elles n'étaient pas libres. Il y en a un certain nombre aussi qui disent qu'on leur a dit que ça passerait vite, c'était rien, etc. Et derrière, elles disent, mais on m'a pas prévenu que je vivrais tout ça. On m'a pas dit que ce serait aussi dur. Donc, il y a un manque de vérité, finalement, sur le sujet. Et donc, ce déni, oui, il permet de se protéger, mais la conscience collective, surtout. Je pense que quand le législateur ou n'importe qui prône le fait que l'avortement, c'est une très bonne chose, et c'est pas tout à fait le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on cache la vérité, parce que la vérité, c'est pas qu'il s'agisse simplement d'amalgame de cellules. Cet amalgame de cellules, ça va pas devenir une grenouille ou une chose, ça devient un être humain. Donc, il s'agit bien d'une vie humaine qui est en train de se construire et de se développer dans le ventre d'une femme, dans les entrailles de la femme. Donc, c'est un sujet, encore une fois, je pense peut-être qu'il y a besoin d'être éclairé aussi par la vérité. Ne durcissons pas notre cœur, osons voir les choses en face et montrer aussi l'espérance à tous ceux qui pensent que c'est irréversible. Oui, c'est un acte irréversible, mais qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut toujours chercher d'autres alternatives et surtout jamais prendre les décisions avec précipitation, parce que les conséquences sont là. On associe l'opposition à tout ce qui se passe comme évolution sociétale à l'appartenance à l'Église catholique ou au fait d'être chrétien. Il faut être chrétien ou catholique plus précisément, pour dire non, on ne peut pas cautionner ça. Alors, il y a une phrase de droit qui, aujourd'hui, je pense, a disparu, mais un principe du droit romain de l'époque de Rome, de l'Empire romain, qui disait que tout enfant conçu est réputé né dès lors qu'il y va de son intérêt. Quand la loi Veil a été passée, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'était le statut de l'embryon, le statut juridique de l'embryon. Et donc, comme on ne sait pas ce que c'est que l'embryon et qu'il n'a pas, alors j'avoue que je n'ai pas suivi le sujet aujourd'hui et je ne sais pas où en est le statut juridique de l'embryon, si ce n'est de dire que c'est un amalgame de cellules. Mais donc, à l'époque romaine déjà, les Romains avaient conscience du fait qu'un enfant, dès qu'il est conçu, c'est un être humain, qu'il faut défendre ses intérêts. L'Église, quant à elle, alors de qui parle-t-on encore une fois quand on parle de l'Église? Parce qu'on pourrait être tenté de se dire, on parle d'un vieux pape à Rome dont la santé est très fragile, ou on parle d'évêques.
qui finalement sont tous misogynes, rétrogrades et qui n'ont rien compris à la situation de la femme aujourd'hui. Ça, c'est une vision des choses que je ne partage pas, bien sûr. De quoi parle-t-on quand on parle de qui parle-t-on quand on parle de l'Église? On parle du Christ. Et le Christ a fondé l'Église pour une chose, transmettre son évangile, transmettre son message. Le point central du message du Christ, c'est la charité. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Donc aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que baptisé dans l'Église, la question que l'on peut se poser, ou même à l'extérieur, c'est est-ce que l'avortement est un acte de charité? Et je n'y répondrai pas, j'ai envie que les gens gardent cette question en tête. L'avortement peut-il être un acte de charité? Ensuite, le deuxième message central du Christ qui va avec la charité, c'est la miséricorde. Donc je pense que ce que peut remettre en avant l'Église, c'est de dire, message numéro un du Christ, la charité, et concomitamment à cette charité, la miséricorde. Donc encore une fois, le rôle de l'Église n'est pas de condamner les femmes qui ont eu recours à l'IVG. Le rôle de l'Église, c'est d'accompagner ces femmes en souffrance. Et surtout de remettre et de redire pourquoi la vie est tellement sacrée. On est tous créés, qu'on soit croyant ou pas croyant, à l'image de Dieu, à l'image du Christ. On a tous vu le Christ en croix, sur des représentations, etc. Le Christ a existé pour de vrai. C'est un personnage historique dont on ne remet pas en question l'historicité. On peut remettre en cause le fait qu'il soit ou non le Fils de Dieu, mais en tout cas, son historicité, voilà. Et donc, nous sommes faits à l'image du Christ, à l'image de Dieu. C'est pour ça que la vie est sacrée. Et aujourd'hui, je dirais dans le monde, moi, je suis rassurée de savoir qu'il y a au moins une voix qui ose dire que la vie est sacrée, qu'on ne peut pas y porter atteinte, c'est la voix de l'Église. Et c'est à peu près la seule. Alors non, il y a d'autres religions aussi. Et encore, il y a beaucoup de distorsions même au sein de l'Église, parmi les croyants. Mais il faut toujours repartir au Christ. Le Christ, la vie est sacrée. Il la défendra jusqu'au bout. Il l'a défendue jusqu'à la croix et la résurrection. Et donc, il ne faut jamais oublier ça et se souvenir de ce message de charité et de miséricorde. Merci beaucoup Céline Guillaume. Chercher la femme donc. Alors je ne sais pas si on l'aura trouvée, mais on peut la trouver aussi au travers de toutes les discussions, réponses très rapides, Céline Guillaume, qu'on peut avoir avec les jeunes, puisque vous continuez à en avoir, j'imagine. Oui. Et ça, c'est important de nouer des contacts. Absolument. Et d'ailleurs, ces jeunes, quand on apporte le sujet de l'avortement, par exemple, ils sont très sensibles au fait de pouvoir se poser des questions sur le sujet. Sans leur dire voilà ce qu'il faut penser, oui, non, mais simplement en se posant les questions. Et je trouve ça intéressant et c'est plutôt rassurant de se dire quand on ose dire mais posons-nous les vraies questions, eh bien ils suivent en fait, ils écoutent, ils sont attentifs et chacun répond dans son cœur et en son âme et conscience. Mais au moins un chemin de questionnement est possible et c'est important. Ne serait-ce que se poser des questions, vous y avez contribué ce matin. Merci beaucoup Céline Guillaume, présidente du groupe La Procure, laïque dominicaine et auteure donc de Chercher la femme aux éditions du Cerf. Je vous souhaite une excellente journée.